On croit qu'en croisant un coq élite, avec une simple poule de production, on fabrique une nouvelle race, comme si on assemblait 2 tracteurs soviétiques pour obtenir un avion de chasse. C'est brutal, absurde, et pourtant c'est exactement ce que beaucoup espèrent. Le premier conflit est là, le rêve romantique du croisement miracle contre la réalité froide de la génétique. Le second, l'envie d'indépendance paysanne face aux promesses scintillantes mais creuses de l'industrie avicole. Et le troisième, le plus ancien, l'oubli moderne qui ronge des siècles de savoir, ceux qui ont sauvé nos villages quand l'État n'avait plus rien à offrir. Pour comprendre ce qui cloche aujourd'hui, il faut ouvrir les archives. Retour en 1942, oblast de Léningrad. Les kolkhozes sont exsangues, les champs brûlés, les convois bloqués. Dans des villages comme Moga ou Tikhvin, les familles survivent grâce aux poulaillers communautaires, des bâtisses en torchis où 50 à 60 Kouchinskaya et Yurlovskaya grattent ensemble la paille gelée. Ces poules rustiques, véritables machines biologiques, transforment les restes de sarrasin sec, les pelures de pommes de terre et même l'ortie séchée en œufs riches en B2, en B12, en méthionine et en lysine. On parle de 6 à 8 mg de riboflavine par kilo de matière sèche dans l'ortie des zones marécageuses de Biélorussie, un trésor nutritionnel ignoré aujourd'hui. Durant la grande sécheresse du Kazakhstan en 1975, les villages de Karaganda ont tenu debout parce que leur vieille lignée locale, les Albastis, comme les appelaient les anciens, continuaient à pondre malgré la chaleur écrasante, grâce à leur métabolisme lent et à une glande uropygienne hyperactive qui permettait un entretien optimal des plumes, donc une meilleure thermorégulation. Pendant que les silos se vidaient, ces oiseaux convertissaient 1,2 à 1,4 kg d'herbes grossières en protéines animales assimilables. Mais ces pratiques ont disparu des rayons des supermarchés pour une raison simple. On ne peut pas breveter l'ortie, le sorgho, la rusticité ou l'intelligence sélective des paysans. L'industrie préfère ces hybrides secrets, ces lignées verrouillées, ces formules où chaque œuf pondu par une poule industrielle doit être acheté et racheté. Ce n'est pas un progrès, c'est une cage économique. Pourtant, la science est claire. La diversité génétique augmente la résilience. Les acides aminés essentiels, la densité minérale, la capacité d'absorption du calcium, tout cela dépend de nuances multigéniques qu'aucune usine ne peut forcer éternellement sans casse. Le corps d'une poule n'est pas une machine. C'est une alchimie qui se brise lorsqu'on la pousse hors de son seuil biologique. Alors que faire aujourd'hui ? Retournez aux fondamentaux. Laissez vos poules explorer la cour, ajoutez des feuilles de luzerne séchées pour la vitamine K, enrichir l'eau en ortie fermentée 2 fois par semaine, sélectionnez uniquement les sujets qui restent fertiles et robustes sans complément industriel. Observez la crête, la respiration, la vitesse de plumage. La nature parle, mais doucement. Leçon finale. On ne crée pas une race en un été. On la façonne comme nos aïeux façonnaient la terre gelée du Don ou de Poltava, avec patience, ténacité et respect. Revenir aux racines, c'est refuser la dépendance et choisir la souveraineté alimentaire. Les connaissances ne survivent que lorsqu'on les transmet. Et la prochaine archive, elle, n'attend que d'être ouverte. Imaginez un instant que la génétique soit un coffre-fort soviétique, massif, blindé et farouchement insensible aux coups de marteau que vous pensez pouvoir lui asséner avec un simple croisement improvisé. Beaucoup croient qu'un coq de haut niveau, combiné à une poule commerciale, suffit pour ouvrir la porte et libérer un nouveau type, comme si on bricolait un générateur dans un garage du Donbass en 1983. Mais la nature, elle, fonctionne autrement. Elle garde un double des clés, et vous ne les aurez qu'après des années de sélection. Le conflit central du jour, c'est celui entre la vitesse moderne, l'illusion que tout doit aller vite, et la lenteur sacrée des cycles biologiques. Le second, c'est la bataille entre l'instinct de l'éleveur amateur, qui veut créer son oiseau signature, et l'héritage d'acier de ceux qui, dans les décennies les plus sombres de l'URSS, n'élevaient pas des races, mais des garanties de survie. Revenons en 1933, oblast de Kharkiv. Famine, rationnement, sol épuisé. Dans les villages de Valki et Bohodoukiv, on maintenait des lignées familiales de Korichnevaya Domashniaya, des poules brunes rustiques, sélectionnées pour avaler sans broncher un régime de grains de seigle moisis, de betteraves fibreuses et de restes de kvass. Elles pondent encore 120 à 150 œufs par an dans ces conditions extrêmes, parce que leur intestin,
plus long de 6 à 8%, maximise l'absorption des acides aminés comme la thréonine et la valine. Pendant la guerre, dans l'Altaï au sud de Novosibirsk, les coopératives improvisées formaient de véritables poulaillers fortifiés où 200 têtes de poules sibériennes noires partageaient des abris de rondins remplis de fumier chaud. Là, la température intérieure restait autour de 4 degrés Celsius, même sous les moins 25 degrés Celsius extérieurs. Ces poules n'avaient pas des crêtes décoratives, elles étaient petites, arrondies, presque effacées, parce que chaque millimètre de tissu excédentaire risquait de geler et de faire chuter la ponte. Ce détail, l'industrie l'ignore aujourd'hui, parce qu'elle ne vend pas des hivers, elle vend des performances sous néon chauffant. Dans les années 1980, au Turkménistan, près de Mari, des éleveurs entretenaient encore une vieille lignée locale, appelée Sari Tokai. Ces oiseaux n'étaient jamais présentés dans les expositions de Moscou, mais ils avaient un super pouvoir. Ils transformaient les graines de cotonnier, extrêmement riches en gossypol, en œufs étonnamment stables en vitamine E. On parle de 10 à 12 mg par œuf, un niveau rare pour des conditions aussi spartiates. Leur foie possédait des enzymes plus actives, capables de neutraliser jusqu'à 60% du gossypol ingéré. Voilà une démonstration claire que la biologie paysanne sait faire mieux que les laboratoires quand on lui laisse le temps. Mais toutes ces merveilles ont disparu des vitrines pour une raison simple. Elles ne sont pas lucratives. L'industrie ne peut pas breveter la capacité d'une poule à manger des pissenlits de steppe, ni vendre aux plus offrants la rusticité millénaire d'un oiseau sélectionné sans facture, sans contrat, sans marketing. Comment vendre ce qui appartient à tout le monde? On ne peut pas. Alors, on standardise, on efface, on remplace les lignées vivantes par des produits finis. Pourtant, lorsque l'on regarde de près les mécanismes biologiques, on comprend pourquoi vos croisements maison s'effondrent dès la deuxième génération. L'hétérosis, cette étincelle F1, fonctionne parce que les allèles dominants d'un parent compensent les faiblesses récessives de l'autre. Mais une étincelle, par définition, brûle vite. Dès que vous laissez ces F1 se reproduire ensemble, la recombinaison génétique redistribue les cartes. La force se dilue, les défauts remontent, la vigueur s'effondre. C'est ce qu'on appelait dans les années 1970 à l'Institut agronomique de Minsk l'effet d'éparpillement, observé dans les programmes expérimentaux sur les croisements de poules biélorusses tachetées, croissance ralentie de 18%, augmentation des malformations de la crête de 22%, chute de fertilité pouvant atteindre 30%. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des lois biologiques. Et encore plus intéressant, les acides aminés essentiels, leucine, isoleucine, lysine, chutent en densité dans la masse musculaire de la descendance F2 parce que la sélection artificielle hyper ciblée des lignées parentales avait aligné des dizaines de gènes pour un seul objectif. Dès qu'on casse cet alignement, la partition devient un brouhaha. Voilà pourquoi les hybrides industriels échouent dans vos projets d'élevage. Ils ont été créés comme des calculatrices jetables, efficaces une saison, inutilisables la suivante. La nature ne se laisse pas verrouiller, ni breveter, ni mettre en cage. Elle reprend toujours ses droits. Alors, que faire dans la pratique? Première règle, commencez par des lignées rustiques, pas par des hybrides. Deuxième règle, sélectionnez pour l'environnement réel, votre froid, votre chaleur, votre humidité, et non pour les photos sur Internet. Troisième règle, notez tout. Une sélection sans registre, c'est comme conduire un Kamaz sans phare dans une nuit kirghize. Vous finissez dans le fossé. Testez la résistance. Introduisez un jour de jeûne hydrique. Mesurez la reprise de poids. Observez l'intensité de la coquille après un stress thermique. Le but n'est pas de torturer, mais de révéler. La vérité est simple. L'autonomie commence quand on comprend que créer une lignée, c'est réapprendre un langage ancien, celui des gestes lents et de l'observation. C'est un retour aux racines, mais aussi une rébellion silencieuse contre la logique des supermarchés. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive frappe déjà à la porte. On dit souvent que la génétique est une loterie. Faux, c'est un tribunal. Et si l'on observe ce qui se passe réellement dans vos F2, ce n'est pas un tirage au sort, mais un procès où chaque allèle témoigne, accuse ou se rebelle contre vos ambitions d'éleveur. Voilà le troisième grand conflit. L'éleveur qui rêve d'ordre se retrouve face à une nature qui, elle, réclame le chaos avant l'harmonie.
Pour comprendre cette étape cruciale, il faut rouvrir un épisode oublié des archives soviétiques. Les programmes de sélection populaire menés entre 1956 et 1972 dans les zones rurales de Polésie, à la frontière de l'Ukraine et de la Biélorussie. Contrairement aux grands instituts de Moscou ou de Koursk, ces villages travaillaient dans l'ombre, sans financement, mais armés d'une obsession, stabiliser des lignées résistantes à la boue acide des marais, au froid humide et aux parasites qui pullulaient dans les étés étouffants. Les familles de Lyubech, de Mosir et de Pinsk utilisaient un rituel de sélection qu'on appelait la semaine de révélation. 7 jours où l'on testait les jeunes F2 issus des croisements entre les vieilles Poleskaya Belaya et des races importées comme la Rhode Island soviétisée. On exposait les poussins à de fortes variations thermiques, 8 degrés Celsius la nuit, 26 degrés Celsius le jour. On notait la vitesse de plumage, mesurée en millimètres par jour, la solidité des tarses, évaluée par micro-fissures visibles sous lampe rouge, et la concentration en caroténoïdes du duvet, un indicateur direct de l'absorption intestinale. Résultat, seuls 6 à 8% des F2 répondaient aux critères permettant un passage en F3. Les autres finissaient en soupe. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la stratégie. Dans l'URSS d'après-guerre, une bonne sélection n'était pas un hobby, c'était une assurance-vie collective. Et cette dureté nous enseigne aujourd'hui pourquoi vos F2 ressemblent à une foire génétique. La fameuse explosion mendélienne n'est pas un mythe. Dans la descendance, les traits récessifs, faible ossature, crête mal formée, coloration instable, remontent à la surface avec une précision mathématique. Pour un caractère simple, vous obtenez un ratio d'environ 3:1. Mais pour un caractère complexe, comme la largeur de poitrine, ce sont des dizaines de gènes qui interagissent. C'est ce que les généticiens soviétiques appelaient les réseaux polyfactoriaux. Lorsque ces réseaux sont brisés, la variation explose. On peut mesurer cette dispersion par le coefficient de variation. Dans les populations F2 observées en 1968 dans les fermes d'expérimentation du district de Gomel, la largeur de sternum variait de 22%, le poids à 12 semaines de 31% et la densité ligneuse des plumes de 18%. Imaginez essayer de stabiliser ça sans discipline. Biologiquement, ce chaos est causé par la recombinaison méiotique, particulièrement intense chez le poulet qui possède 39 paires de chromosomes. Plus il y a de chromosomes, plus les combinaisons explosent. Ajoutez à cela la dominance incomplète de certains allèles responsables du plumage, la présence d'épistasies, des gènes qui en masquent d'autres, et vous obtenez un cocktail génétique dont seul un éleveur méthodique peut venir à bout. Au cœur de cette étape, il faut aussi parler de l'acide folique. Pourquoi ? Parce qu'il joue un rôle capital dans la division cellulaire des embryons. Dans les régions pauvres en légumineuses de la steppe kazakh, on observait jusqu'à 20% de mortalité embryonnaire due à des carences en B9. Mais dans les villages de Kostanay, les éleveurs avaient une astuce. Ils récoltaient et séchaient le sainfoin local, qui contient naturellement 150 à 250 mg par kilogramme d'acide folique. Cet apport précoce augmentait la survie embryonnaire des F2 de 11%. Ce genre de détail explique pourquoi certaines lignées familiales ont tenu pendant des décennies sans assistance industrielle. Cependant, l'industrie ne vous parlera jamais de ces trésors biologiques. Pourquoi ? Parce que rien de cela n'est brevetable. On ne peut pas verrouiller juridiquement l'interaction synergique entre la valine d'un grain d'orge et les enzymes hépatiques d'une poule issue d'une vieille lignée ukrainienne. Alors, les supermarchés préfèrent vendre des hybrides conçus pour ne pas être reproductibles. Moins vous comprenez la biologie, plus vous dépendez d'eux. C'est le complot le plus silencieux du monde agricole. La confiscation du savoir au profit de la dépendance. Et pourtant, créer une lignée stable, c'est possible. Voici votre guide express au milieu du tumulte F2. Première règle. Testez la densité osseuse. Un simple léger appui sur le tarse révèle la qualité du collagène. Un tarse trop souple annonce des problèmes héréditaires. Deuxième règle. Mesurez la vitesse d'envol. Une poule capable de faire un saut latéral vif a un système neuromusculaire sain, une donnée précieuse pour les lignées de plein air. Troisième règle. Notez les temps de reprise après stress. Une F2 qui remet 24 heures à reprendre sa ponte après un changement de température ne doit pas être gardée. Et n'oubliez pas la loi fondamentale. La stabilité commence dans le carnet, pas dans le poulailler. On appelle cela l'éleveur invisible.
Celui qui, plume à la main, crée un futur que personne d'autre ne voit encore. Conclusion de cette étape, accepter le chaos de la F2, c'est accepter la vérité de la nature. Les anciens de Polésie disaient « La poule ne cache rien, c'est l'œil qui ne veut pas voir ». Si vous continuez à observer, à éliminer, à enregistrer, la lignée commence à vous répondre. La route est encore longue, mais chaque génération vous rapproche de la maîtrise. Car la connaissance, elle aussi, ne survit que si on la transmet. Les archives s'ouvrent encore et vous attendent. La plupart des éleveurs abandonnent juste avant le seuil qui compte, comme des mineurs soviétiques quittant le chantier une journée trop tôt, ignorant que le filon d'or se trouvait à 2 coups de pioche. Le passage du F3 au F6, c'est exactement ça. L'endroit où les faibles renoncent, mais où les futurs maîtres se révèlent. C'est un tunnel long, répétitif, frustrant, mais c'est aussi la phase la plus décisive dans la création d'une lignée stable. Beaucoup pensent qu'une fois passée l'explosion anarchique de la F2, le processus s'adoucit. Quelle illusion! La F3 est une fosse de déception raffinée, une période où la majorité des progrès que vous croyez avoir fixés s'effritent sous vos yeux. Pourquoi? Parce que la recombinaison génétique a encore des dettes à régler. Les soviétiques appelaient cette période l'héritage fantôme, un phénomène bien documenté dans les stations agronomiques d'Omsk et de Voronej entre 1962 et 1974. On observait souvent un retour soudain de défauts discrets, dos encellés, ossature trop fine, coquilles pâles, combes asymétriques. Dans les lignées expérimentales de Voronej, on notait que 14% des F3 réintroduisaient un gène récessif de fragilité tendineuse malgré 2 générations de sélection stricte. C'est normal, la nature fait remonter les impuretés génétiques tant que vous ne les avez pas purgées méthodiquement. Mais un autre phénomène apparaît ici, la consolidation. C'est le moment où certains traits commencent à se comporter comme s'ils voulaient vous rejoindre, coopérer avec votre projet. Entre la F3 et la F4, la variance de certains caractères chute brutalement. Dans une étude rurale menée en 1971 dans les kolkhozes du kraï de Krasnodar, la variation de poids à 8 semaines passa de 29% en F2 à 14% en F4 chez les lignées sélectionnées pour la robustesse. C'est le premier signe que votre lignée commence à écouter. Et pourtant, c'est ici que la plupart échouent. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent séduire par le plumage, par la couleur, par l'esthétique. Une erreur fatale. Les anciens de Stavropol avaient un dicton. Le beau ment, le solide parle vrai. En F3 et F4, vous devez ignorer l'apparence et isoler les fondations. Les vraies questions sont « cette poule respire-t-elle sans sifflement? Sa récupération après stress thermique est-elle rapide? Son métabolisme est-il suffisamment stable pour pondre sous pluie froide? » Dans les régions marécageuses de Loutsk et Rivne, les lignées traditionnelles étaient testées sur leur capacité à maintenir 70% de leur ponte normale sous un taux d'humidité de 90%. C'était un test impitoyable, mais révélateur. Seules les poules dotées d'un système glandulaire robuste, capable de maintenir l'équilibre électrolytique, passaient le filtre. Les autres finissaient hors du programme, même si elles étaient jolies. Parlons maintenant de l'outil le plus puissant que les éleveurs soviétiques ont perfectionné. La tenue de registre individualisée, ce que les généticiens d'Almaty appelaient le carnet de vérité. On y consignait tout. Gains pondéraux hebdomadaires, mutations, réactions vaccinales, comportement social, agressivité, vitesse de plume, densité de coquilles mesurée avec de simples balances artisanales. Les villages d'Asie centrale, notamment dans l'oblast de Jambil, faisaient même une mesure ancienne mais redoutable. La chaleur de couvaison, estimée en posant la main sur le ventre d'une poule en ponte pour détecter les variations infraliminaires de température corporelle. Une poule trop froide ou trop chaude révélait des anomalies endocriniennes, souvent héritables. Pourquoi ce niveau d'obsession? Parce que la stabilité ne s'obtient pas par chance, mais par accumulation de données. L'industrie vous vend l'illusion que les lignées pures sortent d'une machine. En réalité, elles sont le résultat de milliers d'heures de notes, de choix difficiles, de cycles interrompus, de retours en arrière. Parlons aussi du métabolisme et des micronutriments, car cette phase intermédiaire est cruciale. Une F3 ou F4 peut être phénotypiquement parfaite, mais génétiquement fragile. Un test simple pour identifier les lignées prometteuses est l'enrichissement en méthionine via l'herbe séchée de luzerne, très populaire dans les fermes kirghizes. La luzerne des zones de Narin contient entre 0,6 et 0,9% de méthionine,
bien au-dessus des herbages de plaine russe. Donner ces apports à vos sujets en croissance révèle l'efficacité de leur métabolisme hépatique. Les bons sujets améliorent la qualité de la plume et la solidité des pâtes en 10 jours, tandis que les faibles stagnent. On peut aussi évoquer l'arginine, un acide aminé essentiel pour les poussins. Les lignées d'Asie centrale présentaient une meilleure conversion alimentaire parce qu'elles avaient été sélectionnées pendant des générations pour transformer les grains rugueux de sorgho rouge, pauvres en lysine mais riches en arginine. Le sorgho des zones arides du Karakalpakstan contient jusqu'à 1,2% d'arginine. Cette nourriture a sculpté des oiseaux résilients, capables d'une fertilité stable, même sous stress hydrique. Revenons maintenant à l'industrie, car c'est ici que le complot économique s'épaissit. Pourquoi ne trouve-t-on plus ces savoirs sur les étals des supermarchés? Parce qu'une lignée stable, rustique, autonome, c'est un danger pour le marché. Une poule capable de pondre 160 œufs par an sous alimentation libre, sans dépendance aux granulés brevetés, sans antibiotiques, sans additifs, c'est un acte politique. L'industrie ne côtoie pas la biologie réelle, elle l'étouffe. Les hybrides sont volontairement instables, volontairement dépendants, volontairement incapables de se reproduire efficacement sans assistance. La nature ne peut pas être brevetée, mais la dépendance peut être vendue très cher. Il est temps de revenir à la pratique. Comment survivre à cette étape F3 à F6 sans perdre la tête? Voici les principes fondés sur 60 ans de savoir populaire post-soviétique. Premièrement, travailler en lignée parallèle. 2 ou 3 familles génétiques au minimum pour éviter les angles morts. Deuxièmement, pratiquer des tests d'environnement réels. Froid, humidité, chaleur, nourriture de basse qualité. Les lignées qui cèdent ne méritent pas d'entrer en F6. Troisièmement, soyez dur. Une seule faiblesse récurrente dans une lignée est un rapport d'alarme. Une bonne sélection, c'est 80% d'élimination, 20% de construction. Enfin, rappelez-vous, créer une lignée, c'est sculpter du vivant. Vous travaillez avec le temps, contre le hasard, avec la nature, contre l'industrie. Vous héritez d'un monde où nos ancêtres ont survécu grâce à ces savoirs et où le futur dépendra de ceux qui auront la force de les garder. Les archives ne mentent jamais. Elles vous attendent pour la suite. Au moment où vous atteignez enfin la F7, beaucoup imaginent une ligne droite menant à la gloire génétique. Mais ceux qui ont réellement traversé ce désert savent qu'il s'agit plutôt d'un col de montagne kazakh en plein hiver. Les plus dangereux ne sont pas les pics visibles, mais les plaques de glace que l'on ne remarque qu'une fois au sol. Vous entrez dans la zone où chaque décision laisse une trace durable dans le sang de vos oiseaux. Un peu comme les années 1980 ont laissé une empreinte indélébile dans les villages de la steppe, lorsque la transition post-soviétique a frappé les kolkhozes et que les familles ont dû redevenir, bon gré mal gré, les gardiens de leur propre lignée. Si vous regardez les registres familiaux conservés dans certains villages du nord du Kazakhstan, notamment autour de Kokshetau, vous verrez une vérité fascinante. Les lignées les plus stables ne sont pas celles qui produisaient le plus, mais celles dont la sélection était la plus méthodique. Dans ces villages, on utilisait une méthode appelée l'échelle vivante, un classement continu des oiseaux non pas sur un critère unique, mais sur 8 paramètres simultanés. Fertilité, densité osseuse, vitesse de plumage, consommation alimentaire, vitesse de croissance, réaction au froid, comportement social et qualité de ponte. Chaque semaine, les paysans plaçaient les oiseaux sur cette échelle selon leur performance. Au bout de 6 générations, les lignées devenaient prévisibles à 80 à 90%, un niveau qui dépasserait aujourd'hui la plupart des élevages amateurs. La F7, c'est le moment où la génétique commence enfin à se calmer. Vous n'avez plus des poussins qui varient comme des dés pipés, vous obtenez des phénotypes cohérents. Mais attention, ce calme n'est qu'un masque. Il reste encore des gènes silencieux, prêts à surgir si vous relâchez la sélection. Souvenez-vous des lignées Altaïskaya Mednaya, conservées près de Biisk. Malgré 7 générations de sélection rigoureuse pour un plumage cuivre uniforme, 4% des poussins F8 montraient encore un retour de plumes noires issues d'ancêtres oubliés. Le message de la nature est clair. Tant que vous ne sélectionnez pas contre un défaut sur 10 générations minimum, il peut ressurgir. Parlons maintenant du volet biologique, celui que l'industrie ne veut pas que vous compreniez, la fixation génétique.
Un trait n'est réellement stabilisé que lorsque les allèles responsables sont présents en double exemplaire identique chez la majorité de vos reproducteurs, autrement dit, en homozygotie majoritaire. Ce n'est pas une phrase technique, c'est la clé absolue de votre projet. Au-delà de la F7, chaque accouplement doit être pensé comme une opération chirurgicale. Prenons l'exemple des lignées de Poule des Neiges du kraï de Perm, sélectionnées dans les années 1960 pour survivre à des hivers oscillant entre -20 et -30 degrés Celsius. La capacité de ces oiseaux à résister au froid venait d'une combinaison de 3 facteurs génétiques. Une densité de duvet supérieure de 12%, une glande uropygienne produisant une huile plus riche en acides gras monoinsaturés et une crête extrêmement réduite. Ces 3 éléments ne venaient pas du hasard, mais de 10 générations de sélection séquentielle. Si l'on avait introduit un seul coq extérieur en F8, sous prétexte qu'il avait un plumage plus brillant, toute la lignée aurait perdu son adaptation en 2 générations. Voilà ce que les amateurs ne comprennent pas. Stabiliser n'est pas seulement fixer des traits, c'est préserver des équilibres métaboliques complexes où chaque modification peut faire s'écrouler l'édifice. À ce stade, vous devez aussi commencer le test de résilience réelle, ce que les éleveurs du district de Brest pratiquaient sous le nom de semaine des épreuves. On évaluait les lignées non plus sur leur beauté ou leur conformité, mais sur leur capacité à maintenir des niveaux de calcium sanguin et de phosphore disponibles dans des contextes alimentaires pauvres. On mesurait la solidité de la coquille non pas en tapant dessus, mais en évaluant la résistance à la compression, un test empiriquement reproductible avec 2 planchettes de bois. Les lignées capables de produire des coquilles solides avec un apport minimal de luzerne étaient celles qui entraient en F9. Car la vraie stabilité, c'est la fonctionnalité, pas l'apparence. Et maintenant, le cœur du sujet, le fameux rafraîchissement de sang. Beaucoup pensent qu'introduire un nouveau reproducteur est un acte de libération génétique. Erreur fatale. Dans les villages de Biélorussie centrale, notamment dans les alentours de Bobroïsk, le rafraîchissement n'avait lieu qu'une fois toutes les 10 à 12 générations, et encore uniquement entre lignées parallèles appartenant à la même famille génétique. On ne prenait jamais un oiseau d'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'introduction de sang non évalué, même à un 16e, pouvait réactiver des défauts éliminés depuis 20 ans. Les vieux éleveurs disaient « Mieux vaut un sang fatigué qu'un sang menteur ». Le rafraîchissement intelligent consiste à croiser 2 branches cousines d'une même lignée, chacune sélectionnée sur des critères légèrement différents. C'est comme tendre la corde d'un arc. Chaque branche équilibre l'autre. On évite ainsi la dépression consanguine sans détruire la structure génétique soigneusement construite. Maintenant, regardons le volet économique, parce que c'est ici que réside le vrai clash avec l'industrie. Si les supermarchés vendaient des lignées stables, autonomes, capables de s'auto-reproduire pendant des décennies, ils perdraient leur moteur principal, la dépendance forcée. Les hybrides industriels ne sont pas des progrès, mais des produits intellectuels verrouillés,